Merci Sonia, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Un grand merci d'avoir organisé cette petite conférence. Alors, je vais faire une toute petite introduction pour laisser plus de temps au docteur Béguéler dans la révolution des soins palliatifs. Alors, je suis ravie qu'on parle des soins palliatifs, c'est la vie jusqu'au bout. Justement pour qu'on mette enfin l'accent sur le fait que les soins palliatifs, c'est la vie. Et de démystifier un peu toute cette notion. Alors, en effet, avant de vous présenter l'association, quand même vous dire que sont les soins palliatifs. Les soins palliatifs, en fait, ça soutient la qualité de vie tant des patients que de la famille. Donc, dans tout cas de maladie chronique évolutive, et donc ça peut commencer bien avant, donc démystifier cette notion que les soins palliatifs, c'est vraiment la toute fin de vie. Donc ça peut commencer des semaines, voire des mois avant. C'est bien important de démystifier cette notion. Et entre autres, les soins palliatifs, c'est une vision holistique. Donc ce ne sont pas que les soins, mais c'est toute l'approche sociale, le soutien psychologique, spirituel, et puis il y a aussi l'aide sociale, entre autres. Donc vraiment retenir cette notion que c'est un ensemble dans lequel on travaille tous ensemble. Et la notion de réseau est absolument primordiale. Et c'est pour ça, c'est l'une de nos forces au Centre palliatif Genève, c'est un peu de remettre ce réseau en avant et de faire connaître cela au public. Donc si je résume en quelques mots, on en reparlera plus après des soins palliatifs, c'est améliorer la qualité de vie jusqu'au bout. C'est redonner, si on veut, de la vie à ces jours qui restent. Alors j'insiste toujours sur cette notion de vie. Et voilà. Alors ensuite, voilà. Donc Palliatif Genève, on va fêter nos 30 ans cette année. On a été créé en 1993 sous le nom d'Association genevoise de médecine et soins palliatifs. Et on dépend, en fait, on est la section genevoise de Palliatif CH, qui est une fêtière. Donc chaque canton, plus ou moins, a une section. Donc on fonctionne de manière assez indépendante, on suit les grandes lignes. Et en notre sein, nous avons donc un comité composé de professionnels en soins palliatifs. Et avec la professionnalisation depuis un an, on a aussi d'autres personnes qui nous aident avec des questions un peu plus administratives. Je suis la directrice, donc la première employée de Palliatif Genève. Et donc, je m'occupe de l'organisation d'événementiels, stratégie, budget, etc. Et voilà. Alors, quelles sont nos missions? Alors, si je résume avant de rentrer dans les détails, on est vraiment là pour vous orienter, vous informer, vous sensibiliser sur les soins palliatifs. Nos deux publics cibles, c'est le grand public et puis les professionnels. On doit travailler main dans la main. Donc, en effet, mieux faire connaître les soins palliatifs auprès du grand public, des professionnels, et en mettant en avant le réseau, en favorisant cet accès aux soins palliatifs. Si vous les connaissez, vous saurez ce qu'il faudra faire. Et on favorise également les échanges entre les membres du réseau et on contribue à développer la stratégie cantonale des soins palliatifs. Alors, surtout, allez sur notre site. On a vraiment fait un site magnifique pour mettre toutes les informations. Moi, je rencontre le réseau, je mets le site à jour. Je demande quand on parle de réseau pour savoir comment aider les proches, les patients et les professionnels. Donc, évidemment, on a des associations qui accompagnent dans le deuil, l'aide psychologique, sociale, tout ce qui est soins, on s'y retrouve. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et comme je dis, c'est un outil pour tous. Ce que nous mettons également dessus, nous avons fait des petites vidéos. On a fait des vidéos sur les soins en EMS, soins palliatifs à la maison. On a des petites capsules IHUG, donc toutes les informations sont sur le site. On a des documents, entre autres. Même chose, tout ce qui est formation professionnelle ou bénévole par rapport aux soins palliatifs. On a par exemple, je vois la directrice de la maison de Tara qui est là, voilà. Ils seront sur notre site, par exemple, vous pouvez tout retrouver. Et on a des outils pour les professionnels aussi. Donc c'est pour ça que j'insiste tout le temps à aller sur le site. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, nous, si vous avez des questions quelconques. Ce qu'on fait, entre autres, pour sensibiliser le grand public, on fait de la projection de films, on participe à de nombreux congrès avec des stands, on crée des brochures notamment. On est en train de travailler actuellement avec la Ligue genevoise contre le cancer et la HUG sur une brochure pour les soins palliatifs pédiatriques qui sera destinée aux parents et aux professionnels pour savoir qu'est-ce qui existe concrètement sur le réseau, que peuvent faire les parents, comment prendre soin des enfants. Donc c'est vraiment capital. Je vais assez vite. Et ce qu'on fait aussi, on vous invite, le 4 octobre, on aura la Journée mondiale des soins palliatifs que l'on organise avec toujours des conférences. Et sur le site, vous trouverez également des événements, toute l'actualité, tout ce qui se passe, que ce soit dans le canton de Genève, au niveau national ou même européen, par rapport aux soins palliatifs. Donc là, je donne quelques exemples. On a remis en place aussi les cafés mortels. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du café mortel de Bernard Crétat.
Donc l'idée, c'est ces petits cafés, on discute ouvertement de la mort, parce que l'une des choses aussi, c'est de démystifier cette notion. Quand on sera capable de bien en parler, je pense qu'on vivra encore mieux notre vie, disons cela comme ça. Et un autre point important, en fait, dans l'un de nos rôles en tant que section roman, c'est qu'on fait remonter toutes les informations au niveau de Palliatif CH. C'est-à-dire tout ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ce dont on aurait besoin en matière de soins palliatifs, ce qui leur permet à eux de faire du lobbying au niveau fédéral, ce qui est très très important. Alors je vous donne juste un exemple. En effet, la présidente de Palliatif CH et la conseillère d'État, Marina Carobio, qui a pu présenter devant le Conseil d'État et le Conseil national une motion pour un financement adéquat des soins palliatifs qui a été adoptée. Excellente nouvelle, ce qui fait qu'on va enfin pouvoir garantir dans toute la Suisse un traitement de prise en charge adapté aux besoins en soins palliatifs. Donc ça se met en œuvre petit à petit. Mais voilà, c'est pour prouver d'où l'intérêt d'avoir ces sections, c'est que ça permet d'avancer, de faire avancer les soins palliatifs tant au niveau cantonal que fédéral. Alors, présentation très courte pour laisser le temps à Dr Bayeler. Donc si je résume, voilà, Palliatif Genève, on est là pour vous. Le grand public et les professionnels, on est là pour vous informer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai apporté quelques brochures, notamment sur l'accompagnement des personnes. Donc n'hésitez pas tout à l'heure, au moment du brunch, à venir discuter et on pourra voilà, voir toutes ces questions en détail et puis à nous suivre, venir voir nos projections, entre autres de films, les formations qu'on mettra en cours aussi. Cette année, l'idée c'est de mettre en place la formation Dernier Secours, qui est destinée aux proches, notamment pour savoir voilà, comment gérer la fin de vie d'un proche. Voilà, mais écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis j'ai le plaisir de passer la parole au docteur Bayeler. Vous voyez, il a fallu 40 ans pour arriver à ce niveau de compétence, d'organisation et de disponibilité. Il a fallu une révolution, et cette révolution, elle a eu il y a 40 ans. Moi, je suis assez vieux pour avoir vécu dans l'ancien régime. Alors, je vais vous faire une introduction pour réfléchir un peu comment le cadre dans lequel s'inscrivent ces soins palliatifs. On regardera un petit peu ce qu'était l'ancien régime. Je vais vous montrer les manques qu'il y avait, comment on n'était pas bon avec la fin de vie, et puis comment la révolution des soins palliatifs a répondu à tout ça. D'accord? Alors, je fais vite, vous pouvez regarder pendant quelques secondes, pendant que je commence à parler, si vous voulez. En gros, moi je suis né à Genève, j'ai tout fait à Genève, à part quelques stages à l'étranger. Jusqu'à 50 ans, j'étais médecin-chef de petits hôpitaux dans lesquels naissait cette idée des soins palliatifs et étaient pratiqués les soins palliatifs. Et puis, à 50 ans, j'en ai 75 maintenant, à 50 ans, j'ai ouvert un cabinet de médecine de famille jusqu'à 65 ans. J'avais mon AVS dans la poche. Et pendant 5 ans, j'ai fait encore uniquement de l'ambulatoire. Et en particulier, j'ai été très, très actif dans le domaine de la maison de Tara, qui est une maison très, très importante. OK? Alors voilà ce qu'on va faire. Je regarde ma montre. Dans une demi-heure, il faut qu'on ait fini. Puis après, il y aura un brunch pour échanger. Alors, je vous fais un petit topo que j'aime bien faire. Dans la vie, on est et on meurt. On est bien d'accord. Hein? Ça, c'est pour plus tard. Hein? C'est quand j'ouvre la parenthèse. Même tu peux éteindre comme ça. Comme ça, les gens, au lieu de regarder l'âge que j'ai, ils disent... Vous observez que comment c'était avant notre naissance, on ne s'en occupe pas beaucoup, mais comment c'est après la mort, ça nous turlupine un peu plus. Mais moi, ce qui m'intéresse mon boulot et ce qui intéresse les soins palliatifs, c'est vraiment la vie jusqu'au bout. Il y a une association en France qui s'appelle jusqu'à Jeanne, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Hein, donc, ce que dit Natacha, très important, la vie. La mort, on va laisser ça. D'abord, c'est un grand inconnu, c'est un grand mystère. On va laisser ça aux religions qui essayent de donner une réponse, un espoir à ce qui se passe après, et puis aux sociologues comme Bernard Crétat qui aiment bien parler avec des gens comme nous, comme vous, etc., de temps en temps, comment on envisage ça. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de s'occuper de ce dernier bout. Je complique mon truc en mettant en ordonnée, je crois,
une ligne qui est la ligne de la vulnérabilité et de la dépendance. Alors, au début, quand on est petit bébé, ben évidemment qu'on est vulnérable, et puis on sort de cette vulnérabilité, et puis on devient autonome. C'est la vie normale, on est des grands. Et puis, quand vient un méchant cancer qu'on n'arrive pas à guérir, ou quand vient le vieillissement de toute façon, ou bien quand vient une maladie dégénérative, l'Alzheimer, il y a un bout où on retombe dans la vulnérabilité. Et autant cette vulnérabilité du bébé, on la valorise, il est tellement chou, on le protège. La vulnérabilité de la personne qui est abîmée, la personne qui est traquée, la personne qui est très malade, etc., cette vulnérabilité, elle ne nous met pas très très à l'aise. Et on la craint tous. On craint la vulnérabilité et la dépendance du bout du chemin. Et franchement, la médecine de l'ancien régime dans lesquels j'ai été formé, elle n'était pas bonne pour soigner les gens, les soulager et les accompagner. Les gens étaient laissés très très seuls et se sentaient pas mal abandonnés dans l'ancien régime. Et la réponse des soins palliatifs est une jolie réponse pour essayer qu'on soit bon, qu'on soit dans le soin, dans l'accompagnement, être présent jusqu'au bout. Qu'on fasse du tiers, hein, c'est un mot okay. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce schéma? Il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus, parce que je vais compliquer le schéma. D'accord? Ça, c'est joli, c'est chou, mon Dieu, comme il est mignon, on va l'accompagner à l'école, etc. Ça, ouh là là, je ne veux pas devenir dépendant, je ne veux pas qu'on torche, je ne veux pas qu'on produise, etc., etc. Alors, il y a des gens qui ne savent pas ça, c'est des gens qui nous font une mort subite. Donc, ils passent de l'indépendance, de la santé, la vie normale, puis boum, d'un coup, paf, ils nous font une mort subite. Alors ça, évidemment, ces gens-là, ils échappent à tous ces difficultés, ces tourments de la fin de vie, voyez-vous. Mais est-ce que vous savez la proportion des gens qui meurent de mort subite? Personne ne sait. Aux dernières nouvelles, 10%. Ça, okay. Donc, 90% de chance qu'on vive ces tourments. Et puis, il y a la réponse de Exit qui, à un moment, permet aux gens de décider de terminer, de rectangulariser, si on peut dire, comme ça, pour éviter toutes les difficultés de la fin. OK? Donc ça, rock'n'roll, Sturm und Drang, difficile et franchement terrifiant. On a de la chance maintenant, 40 ans après la révolution des soins palliatifs, de se dire quand ça sera notre tour, on va, en particulier grâce à toute cette organisation, à des médecins, des infirmières et d'autres professionnels qui travaillent ensemble, qui sont formés, qu'on soit soigné et pas abandonné. C'est les deux trucs. Il faut être soigné, soulagé et pas abandonné. Et maintenant, dans nos pays. Avec Elvira qui est là, on est allé plusieurs fois au Kyrgyzstan, je les suis dans 2-3 semaines. Là-bas, on n'est pas sûr d'être soigné quand ça devient difficile. Et puis on risque bien d'être abandonné, parce qu'ils ont la révolution, il y a quelques petits révolutionnaires qui commencent à se bouger, mais elle n'a pas réussi à changer l'ancien régime. Alors, moi je me suis formé dans les années 70. Vous savez, les grands, d'abord on avait tous des bas, on était en sabots, et puis on avait des chemises avec des cols en pelle à gâteau, puis quand on se mariait, on mettait un costume qui faisait comme ça, qui était serré aux épaules, etc., avec des pattes d'éléphant. Ça, c'était les années 70, puis on faisait des opéras à part, des danses, plein de choses bien. Ça, c'est les années où je me suis formé. Alors, je regarde ma montre, j'ai quand même le temps de vous expliquer. On peut faire la médecine dans plusieurs buts. Je peux faire la médecine pour gagner des sous. Tous ceux qui font du botox, du lifting actuellement, qui ouvrent des cabinets avec la publicité, etc. Et puis moi, j'ai l'impression de faire la médecine pour gagner des sous. On peut gagner des sous en médecine selon la médecine qu'on fait.
peut faire aussi la médecine parce qu'on veut soigner les gens, on veut soulager les gens, c'est souvent à l'origine des vocations médicales. Donc moi, je vous dis tout de suite, je voulais être vétérinaire. Quand les patients me disaient « Oui, docteur, vous avez la vocation », je dis « Oui, je voulais être vétérinaire. Vous voyez, madame. » C'est vrai, je voulais être vétérinaire, c'est par lâcheté. J'ai soigné des bêtes à 2 pattes, comme des bêtes à 4 pattes. Pour être vétérinaire, il fallait aller en Suisse allemande, à Zurich ou Berne, j'ai eu peur. Mais je vous explique l'hôpital des années 70. Il faut se rendre compte que la médecine, il y a tout le temps une médecine, il y a tout le temps des sorciers, des chamans, il y a tout le temps dans les tribus, probablement des hommes des cavernes, des personnages vers qui on allait quand on avait peur, quand on avait mal, etc. Puis à un moment, il faut bien reconnaître, la médecine, et puis à l'époque de Molière, saigner, purge, etc., c'était pas vraiment evidence-based médecine, hein. Mais il y a un moment, vers le 19e siècle, il y avait la méthode scientifique qui s'est unie à la médecine. Et la médecine est devenue scientifique avec des personnages comme Koch pour la tuberculose, tous ces Jean Bernard pour faire. C'est devenu scientifique. Et là, ça a été quand même un progrès énorme. Et il n'y a pas une médecine naturelle, ancienne, archaïque, égyptienne, indienne, etc., qui surpasse l'efficacité. Donc la médecine a été ivre de son pouvoir, on dit pouvoir, hein, parce que tout était bien. La médecine. Alors l'hôpital des années 70, c'était un temple de la belle médecine, la grande médecine, la médecine scientifique. C'était un temple de ça. À Genève, on avait un pape, c'était le professeur Alex Muller, qui était un type extraordinaire, autoritaire et tout, qui organisait tout, puis avec des degrés divers hiérarchiques, il y avait les grands prêtres, les petits prêtres, etc., etc. Et les patients, dans des chambres à 7, qui avaient été conçues dans un hôpital relativement moderne, hein, l'hôpital bâtiment des lits, c'était construit dans les années 60, je pense. On mettait des chambres à 7, donc les gens étaient parqués dans des chambres à 7, et s'offraient pour un diagnostic, pour le dieu médecine, et puis prêtaient leur corps à toutes les manipulations. Moi, on ne demandait pas beaucoup leur avis, et on leur disait pas la vérité. On chuchotait, les grands prêtres chuchotaient entre eux, etc. Et puis les victimes sacrificielles, c'est peut-être un peu méchant de dire comme ça. C'était comme ça l'hôpital. Alors, je vais vous expliquer, raconter quelques petits flashs sur cette période des années 70 dont je me rappelle très bien, et qui crée une espèce de malaise d'insatisfaction sur lesquels est venue se greffer la révolution des soins palliatifs, et puis qui a donné des réponses à ça, qui a répondu à ces manques. Vous voyez? Et puis si on a le temps, je vous expliquerai quelques personnages importants au niveau international, au niveau national, qui ont conduit cette réforme des soins palliatifs, et puis on avancera comme ça. Vous êtes d'accord? Alors je fais une parenthèse, et là j'aimerais bien avoir mon slide. Voilà. Il y a des préjugés quand ils sont palliatifs. Probablement que la plupart d'entre vous, mais peut-être pas tout le monde, ils entendent le mot soins palliatifs, ils entendent une culture de soins, des connaissances, une organisation, et c'est très positif et c'est rassurant. Mais le mot soins palliatifs, il faut savoir, pour l'essentiel de la population, ça fout la trouille. Ça fout la trouille, le mot soins palliatifs. Dans une vie, il y a des moments très difficiles, c'est par exemple celui où on vous annonce une maladie grave. Prenons par exemple un cancer. On vous annonce une maladie grave, c'est paf le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est un très très mauvais moment. Puis ensuite vient les traitements, etc. Et dans beaucoup de cas, la plupart des cas, etc., ça va bien. Mais de temps en temps, le spécialiste, qui est le guerrier contre le cancer, l'oncologue, le spécialiste du cancer, on vient dire, monsieur, voilà, il faut vous savez, on est à la 4e chimiothérapie, c'est de plus en plus fort, de moins en moins efficace, les effets secondaires sont croissants, il vous faut les soins palliatifs. Boum, deuxième choc, deuxième fois que le ciel nous tombe sur la tête, ça veut dire, je suis foutu, ça veut dire, on m'abandonne. Le professeur d'oncologie m'abandonne et me livre aux soins palliatifs. Donc là, j'ai dessiné le croque-mort des Lucky Luke, ça veut dire je suis fichu. Donc, il faut savoir qu'il y a ce préjugé dans la population. Donc, c'est un mot qu'il faut expliquer, qu'il faut surtout prouver par son action et par des bons soins et par un accompagnement, que c'est quelque chose de bien. Et les gens qui bénéficient, je pèse mon mot, de soins palliatifs, très vite, ils voient ces soins palliatifs de manière positive.
mais l'essentiel de la population en bonne santé, ça leur fout la trouille. Et dans la profession médicale, pour beaucoup, encore maintenant, c'est de la gentillothérapie. C'est pas de la médecine, c'est pas... Parce que la médecine elle-même est très très compliquée, très très technique et très triomphante. Les palliatifs, on dit en anglais, c'est low tech, low technology, c'est des choses très solides, très simples, high spirit, haute mentalité. Alors évidemment, tout ce qui est low-tech, vous pensez bien que dans des grandes parties de la médecine, ça n'intéresse pas beaucoup, parce qu'on aime bien se valoriser ou se rassurer avec des machines, avec des trucs compliqués, avec des médicaments tout modernes. Donc les médicaments des soins palliatifs, c'est des gros, forts médicaments, mais des médicaments très, très, très classiques. Vous voyez ça? Donc beaucoup de gens, encore maintenant, trouvent que les soins palliatifs, c'est de la gentillothérapie. Moi-même, j'étais en 81-82 à Montréal à faire de la pneumologie. On diagnostiquait des patients qui venaient avec une tache au poumon, on trouvait que c'était un cancer, j'allais en chirurgie, et j'allais les voir comme, entre guillemets, apprenti pneumologue, j'allais les voir. Et puis on me disait, ah mais monsieur machin, ou madame chose, elle n'est plus là aux soins palliatifs. Ah bon? Et je n'avais pas le droit. Je n'ai jamais passé la porte des soins palliatifs. La porte des soins palliatifs, les soins palliatifs du Royal Victoria de Montréal, à l'époque, étaient dirigés par M. Balfour Mount, qui était un des deux, mais j'ai des frissons, sérieux, hein, d'y penser, hein. Balfour Mount, qui était un des deux inventeurs des soins palliatifs au monde. Vous voyez? Donc, ce préjugé de la gentillothérapie, je pensais que derrière la porte, il y avait des patients qui n'étaient plus des êtres humains soignés, qui étaient déjà en route vers la mort, et qu'il y avait des gentilles infirmières en rose, avec des ailes en boîte, qui chantaient l'art et qui faisaient beaucoup de prières pour les accompagner. Donc, je ne vais pas en passer à vous voyez les préjugés. Moi, je les ai. Donc, je dois avoir un peu de compassion pour ces gens qui ont ces préjugés. OK? Alors, je crois qu'on va... je vais accompagner ma mémoire. Voilà. Alors, voilà, si vous me permettez, le PowerPoint, c'est très dangereux, mais ça va m'aider quand même à me rappeler ce que je veux vous dire. D'accord? Donc, mes années 1970 à l'hôpital, il y a quand même une certaine mauvaise conscience qui existait et qui s'est aggravée quand j'ai découvert nos manques. On continue, merci. Alors, il y avait des mots tabous. Cancer, mort. Alors, on ne prononçait jamais le mot cancer. Évidemment, tous les patients y pensaient, ils disaient, je crois que... Mais ils voyaient des docteurs qui disaient, ça va très très bien, madame, il n'y a pas de problème. Et il faudrait quand même qu'on pense peut-être à l'hypothèse d'une dyscariocinèse, ou bien, moi, je vois... Oui, on discute avec les collègues. Il y a un processus mitotique qui doit être en cours, etc. Voilà, madame. Alors, c'est rien du tout, mais on discute, parce que vous avez vu sur la radio, il y a une boule, on disait une boule, voilà. Et puis, nos visages, ils démontaient ce qu'on était en train, ce que nous prononçait nos lèvres, vous voyez, on était inauthentique, parce qu'on ne disait pas la vérité. Et c'était comme ça. On ne pouvait pas se permettre de dire au patient, parce qu'on ne veut pas lui faire du mal en lui disant. Mais en fait, on se protégeait nous-mêmes, parce que c'est difficile de donner une mauvaise nouvelle et d'oser échanger avec un patient. Et les patients, ils avaient tout un monde d'idées, de fantasmes, etc. Et puis ils se disaient, mais puisqu'on nous ment comme ça, qu'est-ce que ça doit être horrible, qu'est-ce que ça doit être grave. Voilà. La mort, c'est un autre mot tabou. Il y a des infirmières, parce que souvent, les soins palliatifs, ça ne démarrait pas chez le docteur, ça démarrait chez les infirmières. Si celui Sanders, c'était une infirmière. Les infirmières de Lausanne, sous la conduite d'une infirmière qui était une pionnière dans le domaine des soins palliatifs, Françoise Porchet, a dit on va faire une journée multidisciplinaire, révolutionnaire déjà, mélangée dans l'enseignement des infirmières, des médecins, des psychologues, des sociologues, des physiothérapeutes, tous mélangés. On travaillait en silo, hein. Et puis on va faire une conférence, mourir à l'hôpital. C'était au CHUV à Lausanne. Professeur Burkhardt, qui était le patron des médecins, réagit, mais on ne meurt pas à l'hôpital. Il a dit, on ne meurt pas à l'hôpital. Quand ils ont fait les plans du CHUV
à l'époque, pendant un long moment, ils n'avaient pas pensé à la mort. Vous voyez le déni, que comme les médecins ont de la peine à accepter qu'on ne peut pas tout guérir, et puis que la mort, elle se souvient toujours, et puis que peut-être quand on est bien vivant, mais pas encore mort, il faut peut-être qu'on s'occupe encore de nous. Un autre, Michel Robert, qui a vraiment été un de mes maîtres, un de mes maîtres en médecine, qui est un type extraordinaire, je vais vous raconter toutes ses qualités. Moi, j'étais remplaçant une année avant mon examen final, en 1973. On voit une dame qui avait une insuffisance cardiaque. Elle dit, tu vois, quoi qu'on fasse, quoi qu'on lui donne, on va encore essayer de lui donner ça, mais quoi qu'on lui donne, cette dame, elle va mourir. C'est une parole toute simple. Mais c'était scandaleux. C'était Michel Robert, il ose dire qu'une patiente va mourir. Vous voyez, on en était de déni. À l'époque, c'était une parole révolutionnaire. Qu'est-ce que vous avez dit après? Difficile avec la vérité, voilà. Alors, attention, la vérité, il ne faut pas simplement tout le temps dire la vérité pour être franc, pour être sympathique et pour être honnête. On peut cacher la vérité, la déformer, l'asséner, l'édulcorer, dévoiler. Alors, est-ce qu'il y a la grande vérité? Non, il y a de l'information à donner. Au bon moment, il faut la donner. Et qui c'est qui va fabriquer cette vérité? C'est le patient lui-même qui va utiliser, digérer, donner du sens à cette information. Puis au docteur, à pas couper l'espoir, à montrer qu'on va soigner et on va être présent et qu'on n'abandonne pas un patient. Être soigné, pas être abandonné. Voilà. Alors, il y a quand même... Voilà, là, je vous parle d'une histoire. Ça, c'est une histoire, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, parce que elle m'a beaucoup tourmenté, puis j'ai beaucoup raconté. Voilà une dame qui est dans la trentaine, c'était une dame hollandaise, elle avait des petits-enfants, elle avait un cancer du sein avec des métastases osseuses, ça fait très mal, les métastases osseuses, ça fait très mal. À l'époque, on avait oublié, et je pèse mes mots, la bonne, vieille, essentielle morphine, qui est un médicament simple, on connaît tous, qui dure pendant 4 heures, qu'on peut donner en sirop, en comprimé, en suppositoire, sous-cutané, éventuellement on ne peut pas faire autrement, il y a quelqu'un doit avoir IV, etc. On connaît combien de temps ça dure, etc. On ne savait rien de ça, on avait oublié la morphine et on utilisait des produits semi-synthétiques, dont on sait, après l'épidémie des opioïdes aux États-Unis, que ces dérivés semi-synthétiques, par exemple le fentanyl, par exemple l'oxycodone, etc., ont un potentiel addictif beaucoup plus grand que la bonne vieille morphine. Mais on ne prononçait pas, on ne savait plus l'utiliser. Donc on utilisait des produits semi-synthétiques, on en ignorait la pharmacologie, on ne savait pas que ça durait 2 heures. Alors on lui donne sous forme évidemment 2 piqûres, puis au bout de 2 heures, qu'est-ce qui se passe? La dame, elle crie de douleur, elle demande une nouvelle injection. Et puis nous, là, elle n'a pas entendu. Ah, elle est en train d'y prendre goût. Alors qu'elle criait pour qu'on soulage ses douleurs. Donc, je ne veux pas nous accabler, je ne veux pas être accablé, mais on n'était pas bon du tout. On n'était pas bon. Voilà, elle dit, tu vois ça. Alors, la bonne vieille morphine, on l'avait oublié. On faisait tout par injection. Et puis, on ne connaissait pas les règles pharmacologiques. Donc, cette infortunée dame hollandaise était prisonnière d'une incompétence. On était incompétents pendant et après. Donc, vous voyez, les manques qu'il y avait, et comme cette révolution des soins palliatifs était bienvenue. Voilà. Suite. Donc, c'est toujours, chez le docteur, toujours faire, donner des réponses, penser, etc. Et cette difficulté à accepter. Et d'abord, il faut accepter qu'on ne peut pas tout résoudre, on ne peut pas tout comprendre, et puis surtout, on ne peut pas comprendre à la place des patients. Voilà. Hein? Alors, cette administration du cocktail éthique, moi, je la vois comme une suite logique à l'acharnement thérapeutique. C'est encore vouloir en faire au lieu de dire, comme disent les Italiens, ah, ben voilà, mais monsieur, mais madame, c'est difficile. Mais on va vous soigner et on ne va pas vous abandonner. Suite. J'espère qu'on avance bien. Bon, il fallait une révolution, alors voilà, la révolution continue. Donc, il y a Jeanne Garnier qui a promu le métier d'infirmière à l'époque, et puis c'est Dame Cicely Saunders, qui était une infirmière, qui a réagi. Et puis pour se faire entendre, elle a dit, personne ne va écouter une infirmière, elle fait des études de médecine juste pour pouvoir passer les messages.
vous vous rendez compte comme c'est encore comme ça. Dans les docteurs, ils monopolisent le pouvoir. Et puis ce fameux Balfourmont, qui était à 2 pas, avec qui j'aurais pu aller discuter, etc. J'ai raté cette rencontre, parce qu'il travaillait au Royal Victoria, où je travaillais aussi. Et puis à Genève, je crois qu'il faut faire un hommage à Rosette Poletti, qui dans les années 70 a vraiment eu des intuitions extraordinaires. Et puis après Charles-Henri Rapin, qui était un militant, qui était un gauchiste, etc., et qui a trouvé inacceptable comme les gens étaient maltraités. Et puis qui est venu avec, d'abord, on va parler de la douleur, on va soigner la douleur, on va prendre en charge la douleur, et on veut des hôpitaux où la douleur est prise en compte et soignée. C'était une révolution. Alors, il y a eu la naissance de la Société suisse de médecine palliative. Médecine palliative. Il y a eu débat ce jour-là, j'y étais à l'Assemblée où on a créé la société. Les infirmiers ont dit non, on a médecine et soins. Et Rapin, là, il était mauvais, il a dit non, pas soins, il faut que ce soit médical pour que ce soit pris au sérieux. Et il y a des infirmiers, dont les mecs qui ont créé Rigneux, ils ont dit dans ces conditions, ciao, au revoir, ils ont foutu le corps. Et ils sont revenus très actifs à la société de médecine quand elle est devenue médecine et soins palliatifs. Et les Allemands ont rajouté Unbegleitung, ils ont mis le mot accompagnement là-dedans. Et puis il y a eu l'association Genevoise de soins palliatifs, où j'étais aussi au comité, etc. 1993, puis maintenant c'est Palliatif Genève, et on a une directrice. Et ça, c'est formidable. Vous voyez. Voilà, alors vous voyez Rosette, qui était là il y a quelques temps, hein, on a fait avec des bénévoles. J'étais content d'avoir ce contact, puis pouvoir lui rendre cet hommage. Et Charles-Henri, qui malheureusement est mort trop tôt, parce qu'il ne fumait pas assez. Alors, je fais vite là-dessus. Quand on parle de soins palliatifs, Borazio, qui est le professeur de soins palliatifs à Lausanne, la moitié du temps que vous investissez pour parler de soins palliatifs, la moitié du temps que vous l'employez pour le traitement, la question de la douleur, c'est le grand truc. La douleur, c'est inacceptable. Être soulagé de ses douleurs, c'est un droit universel. Quand vous avez mal, vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas lire. Il faut soigner la douleur, c'est une extrême urgence. Puis après, on commence à discuter. Alors, on a appris à prendre en compte la douleur, tous les autres symptômes joyeux qui viennent dans ces situations difficiles. Et puis, on se met ensemble, multidisciplinaire. Hein? C'est fini le docteur tout seul qui décide tout seul. On discute avant, on discute après, on évalue ce qu'on fait, continuons. Voilà. Et puis quand on est docteur, si on dit je suis disponible, spécialiste en soins palliatifs, ou disponible pour les soins palliatifs, ce qui devrait être pour 90% des cas de fin de vie, du domaine de n'importe quel médecin de famille, et des gens comme Elvira sont en train d'enseigner aux médecins de famille ces compétences-là. Alors, la question d'ouverture, hein, quand on a quelqu'un en soins palliatifs, on ne peut pas juste disparaître le vendredi puis pas donner de nouvelles. Je sais parce que des gens comme moi, on les appelait quand ça n'allait pas. Puis on voyait des gens qui étaient abandonnés, des fois bien soignés, des fois moins bien, mais abandonnés. Donc on dit, écoutez, voilà, ce week-end je suis à la montagne, je vous avertis, mais s'il y a quelque chose, vous me téléphonez ou bien vous téléphonez au docteur machin, tout ça. Donc un engagement de disponibilité. On donne son portable, ce qui n'est pas une habitude dans le monde médical. Suivant, on communique avec la personne malade, annoncer une mauvaise nouvelle, c'est toute une science, c'est une technique. Avec ses proches, avec les collègues, de nouveau numéro de portable. Et puis, on veut que pour les personnes en fin de vie, il y ait de la compétence technique, il y a un savoir. Les gens pensent qu'on est des andouilles, qu'on ne sait rien en médecine, mais non. Nous, on connaît la morphine. Beaucoup de médecins sont incapables de faire une ordonnance de médecine 2% et de dire pourquoi on fait du 2%. Ben, 2%, c'est on fait le calcul par chacun, c'est ça. Une goutte, c'est 1 milligramme. C'est très précis. Mais beaucoup de médecins ne savent pas. Prenez un bande de médecins et dites hey, il faut une ordonnance de morphine maintenant. Ils n'y arrivent pas. Hein? Voilà, donc c'est technique, on n'est pas des andouilles, on a de la technique aussi, low tech, mais strong tech, et high spirit, compétences relationnelles, compétences éthiques, et voilà, on arrive, et c'est l'avant-dernière, super, c'est ça la révolution des soins palliatifs, je vous ai expliqué. Vous avez expliqué l'Ancien Régime, je vous ai expliqué tout ce qui est apporté maintenant, et tout ce qu'on a à Genève, la chance qu'on a. Mais sachez qu'il n'y a pas de soins palliatifs dans tous les cantons suisses.
il y a eu cette convention française citoyenne pour savoir s'ils allaient accepter un truc genre exit, genre alternative. Conclusion de la convention, on a pris des citoyens, on a fait discuter. Mais dis donc, il faut qu'on ait des soins palliatifs partout en France, c'est un scandale. Il y a 2 ou 3 endroits où on fait bien les soins palliatifs, mais il y a plein d'endroits de la France où il n'y a pas de soins palliatifs, il n'y a pas de médecin de famille, des fois même il n'y a pas Internet. Et puis, je suis né, ça c'est ma conclusion. Dans mon révolution, il y a aussi le cycle des planètes qui règle nos jours et nos nuits, comme disait Corneille dans la chanson Saturne. Non, dans la chanson Marquise. OK? Et ce qui est extraordinaire, parce qu'à Genève, on a eu le docteur Paul Tournier, qui est mort, vous voyez, très vieux, mais la révolution des soins palliatifs avait commencé dans les années 80. Et Paul Tournier, il a fait un bouquin qui s'appelait La médecine de la personne, qui a eu un succès international. Il était vu en Amérique, en Angleterre, partout. C'était aller voir sur Internet. Et ma grand-mère, quand j'ai fait mon final, elle m'a offert un bouquin de Paul Tournier. C'était le gourou de tout le monde. Oubliez maintenant. Hein? Et ici, c'est trop petit, vous ne pouvez pas lire. J'ai mis en vitesse tout à l'heure. Je vous traduis en français. Notre tâche est d'aider les docteurs à échapper à leur prison scientifique. Ça ne veut pas dire abandonner la science, mais c'est comprendre que la médecine, c'est plus que de la science. Il n'y a pas une symétrie entre ce que le docteur sait quand il donne des ordres et que le patient a qu'à obéir. Il y a une asymétrie. Mais nous, les docteurs, on connaît les maladies, mais le patient en sait beaucoup plus sur sa maladie que nous. Et vous voyez, donc, ces soins palliatifs, ça a amené des soins et un accompagnement pour les personnes en fin de vie, mais ça a amené aussi toute une culture médicale humaniste. Et quand on lit ça, on pense par exemple à tout ce qui a été fait pour l'enseignement thérapeutique. Les gens comme Jean-Philippe Assad ont dit, attends, on ne va pas donner des ordres. Genre Gaston-Telroy qui me disait, moi les alcooliques, je leur arrête les ulcères gastriques, déjà, c'est pas monsieur avec un ulcère, les ulcères gastriques, je leur arrête l'alcool. Quelle illusion de toute puissance. Les ulcères gastriques, je leur arrête l'alcool. Donc de comprendre. Alors, à ça, il s'occupait des diabétiques. Il a vu qu'on ne peut pas dire il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Il faut laisser les gens trouver eux-mêmes leur régime, leur compromis entre le plaisir et la vie. Voilà. Alors, la révolution, oui. Alors, peut-être ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être oublié, puis ça va être rappelé dans une autre révolution. J'en ai fini, et c'est juste 1 heure à mes poches. Merci. Il n'y a personne qui a une objection par rapport à ce joli discours, je dis que les soins palliatifs, c'est formidable. Oui, madame. À Genève, vous dites qu'il y a les soins palliatifs, mais en vrai, il faut connaître l'endroit où on peut aller, parce que je pense qu'il n'y a pas les soins palliatifs partout. Pourquoi vous dites ça? Bon, j'ai eu un exemple d'une belle-sœur qui est décédée l'année dernière, et puis ce que j'ai vécu, je ne conçois pas les soins palliatifs comme ça. Alors, il y a 2 cas de figure. Parce que des fois, c'est assez douloureux, ça. Des fois, c'est que votre belle-sœur, c'est votre belle-sœur, hein, a suivi une filière qui fait qu'elle n'est pas tombée sur un médecin de famille généraliste qui connaissait les soins palliatifs, qu'elle est partie chez les spécialistes, puis elle est dans un coin des hôpitaux ou des cliniques privées où on s'en fait des soins palliatifs. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité qui arrive de temps en temps, c'est que les gens disent, et voilà, ils sont allés à tel et tel endroit, réputés pour prodiguer des soins palliatifs. Et puis, il y a déception. Alors, je ne vais pas dire du mal d'une institution dont j'étais le patron pendant 3 ans, entre 93 et 96, qui est l'hôpital de Bellerive et le CESCO, mais j'ai une ancienne amie qui m'a téléphoné, écoute, il faut que je te parle, ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai mon mari qui a un cancer du pancréas, etc., etc. Et puis, je ne dis pas que le CESCO, l'hôpital de Bellerive a été mauvais. Je pense que l'hôpital de Bellerive n'a pas su établir une communication avec cette dame pour la rassurer que ce qui était possible était fait.
je dirais plutôt, ils n'ont pas été mauvais, mais je pense que la communication entre cette dame qui était à nervif avec la maladie de son mari, et la communication ne s'est pas bien passée. Et il faut soigner la communication dans ces moments-là. Puis il faut de temps en temps que les docteurs se taisent et puis écoutent les patients, et écoutent les épouses de patients. Le docteur, il a tout le temps quelque chose à dire. Le patient n'a pas fait une demi-phrase que déjà le docteur dit, je vais lui répondre ça, je vais lui répondre ça. Moi, je suis comme ça avec ma famille. Je ne les laisse pas parler, je parle tout le temps. J'entends quelque chose, je dis qu'est-ce que je vais répondre. Comme tennis, vous savez, anticiper. Bon, je fais ça dans la vie, et je vous enseigne qu'il faut communiquer. Oui? Alors moi, j'aurais juste une question par rapport au terme soigner. Parce que moi, dans mon cerveau, en fait, soigner, c'est guérir. Donc, le terme soigner ou soins palliatifs, je n'arrive pas à le... Vous parlez un peu l'anglais? Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Donc, il vous manque le mot care. Care, c'est take care, c'est soigner, c'est prendre en charge. Mais to take for somebody, to take care, c'est aussi to care for somebody, c'est se soucier. Donc, vous voyez, si on a une situation de soins palliatifs qui vient chez quelqu'un qui est formé en soins palliatifs, soit parce que c'est son parcours professionnel, soit c'est quelqu'un qui a eu l'enseignement de vous tous, et bien le dire en particulier, à partir du moment où il y a une personne qui vient, qui dit, voilà, docteur, mon oncologue ne peut plus me soigner parce qu'il n'a pas le temps, etc., il m'envoie parce que vous faites les soins palliatifs, cette personne, elle doit être un souci. Care, c'est aussi le souci. Ce n'est pas seulement soigner, guérir. Guérir, c'est diagnostiquer, appliquer un traitement, guérir quand on peut, stabiliser quand on peut, donner du temps quand on peut. Et des fois, on ne peut pas guérir. Alors, on a quelque chose. Alors, on ne doit pas dire aux gens, vous êtes perdus, on ne peut rien faire pour vous, votre cas est désespéré, etc. On doit dire, on ne peut pas, vous ne pouvez pas guérir complètement, donc il faut vivre avec. Et vous voyez le mot, vivre. Aujourd'hui, on a parlé de vie. On n'a rien dit sur la mort. Moi, j'en sais rien sur la mort. J'en sais rien. Et quand je m'occupe de la mort, c'est un enterrement, c'est la vie des survivants. Le mort qui est dans la boîte, mystère. Hein? Donc, voilà. Donc, care, c'est faire du souci pour les gens. Pour que les gens soient soulagés, soignés, et pas abandonnés. Pas abandonnés. Dans les années 70, on a abandonné nos patients en fin de vie. Mais un maximum. Sombre sur la terre. Autre remarque avant qu'on ait passé la cloche? Non. Vous voyez aussi qu'on peut parler de ces histoires sans pleurer, sans prendre un air. Et vous allez être surpris, ceux qui ne connaissent pas les soins palliatifs, les gens qui font les soins palliatifs sont des gens joyeux. Et ici, à la Ligue contre le cancer, on ne peut pas dire que parce que vous soignez, vous occupez du cancer, vous tirez des gueules d'enterrement toute la journée. Sauf quand vous vous disputez. Allez. Merci.